Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. C'est une formule nouvelle de votre émission Au cœur de l'histoire que Franck Ferrand nous propose à partir d'aujourd'hui. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. Quelle joie de vous retrouver pour cette nouvelle saison de rendez-vous quotidien. Alors vous avez bien compris que ce n'est plus à 13h, c'est à 14h. Notez-le, faites-le savoir autour de vous. Si vous êtes partant, nous passerons en effet une heure pleine chaque jour de 14 à 15h. Une heure au cœur de l'histoire conçue pour essayer de répondre à vos attentes. Vous êtes si nombreux depuis si longtemps à me demander des récits plus longs. Eh bien, à partir d'aujourd'hui, vous allez être exaucés. Le récit s'étendra sur toute la demi-heure jusqu'à 14h30. Ceux qui étaient déjà au rendez-vous il y a 9 ou 10 ans se rappellent ces morceaux de narration au cours desquels on a le temps de s'attarder un peu, de flâner en chemin et d'entrer dans les détails. Aujourd'hui, mon récit va tourner autour de Napoléon, de sa chute, de son exil et de l'épouvantable réputation que ses ennemis ont essayé de lui faire. Et pour en discuter avec vous, vous avez invité Jean Tullard. Et oui, je suis très heureux d'inaugurer cette belle saison en compagnie de l'irremplaçable Jean Tullard. Son livre L'Anti-Napoléon, la légende noire de l'empereur a été réédité en folio histoire. Alors, vous connaissez Jean Tullard, son érudition, son humour. Il va nous parler de celui qu'on a surnommé l'ogre, la bête, la nullité couronnée, l'usurpateur, bien sûr, mais aussi le chéri de Satan et même, tenez-vous bien, Attila Croque-Mitaine. Et puis je note Franck que pour finir l'émission, vous nous proposez un nouveau rendez-vous. Et oui, j'ai eu envie cette année de vous donner encore un peu plus d'anecdotes et de détails croustillants. Alors tous les jours, quelques minutes avant de rendre l'antenne, je vous proposerai une sorte de retour sur les origines, sur les balbutiements d'une pratique, d'un comportement, d'une habitude à ce point entrée dans les mœurs que nous considérons tout ça comme évident. Vous verrez que c'est peut-être pas si évident. Par exemple, aujourd'hui, à l'occasion de l'ouverture des mondiaux de judo au Brésil, à Rio, je me suis demandé comment était né ce sport de combat assez récent et pourtant si répandu aujourd'hui qu'il a l'air d'exister depuis toujours. Quand, comment, pourquoi le judo a-t-il vu le jour? En quoi la neige a-t-elle joué un rôle dans cette histoire? C'est ce que nous allons voir tout à l'heure vers 3h moins 5. En attendant, place à Napoléon et à sa légende noire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Dieu fit Napoléon et il se reposa. Voilà ce que clamait en chair un évêque à la fin de l'Empire. Un autre disait à la mère de l'empereur, la célèbre Madame Laetitia, « Quand vous avez conçu Napoléon, ce fut assurément par une inspiration divine. » Jamais dans l'histoire de France et rarement dans l'histoire des hommes, on n'aura connu un tel culte de la personnalité. Et d'ailleurs, vous savez que le 15 août, jour de la naissance du futur empereur, il est né le 15 août 1769, ce 15 août était devenu la Saint-Napoléon. L'ancien officier corse propulsé général de la Révolution avait gravi 4 à 4 les marches du pouvoir pour devenir, à la faveur d'un coup d'État mené tambour battant, premier consul, puis consul à vie et finalement en 1804, empereur des Français. Il devait distribuer à ses fidèles par pleine brassée, des titres de noblesse, des postes de haute responsabilité. Pendant 10 ans, de 1804 à 1814, on a vu partout des bustes, des statues de Napoléon dans tous les accoutrements. On a partout entendu clamer son nom. On a partout vu gravé, brodé, enluminé l'initiale de son prénom. Ainsi, le N majuscule, le N de majesté aura-t-il rayonné de Hambourg à Naples et de Brest à Varsovie. Napoléon n'avait pas seulement élevé les siens aux plus hautes dignités, plaçant ses frères et beaux-frères sur tous les trônes d'Europe, il avait aussi rallié à sa cause les plus illustres familles de l'ancienne monarchie, les Ségur, les Brissac jusqu'au Montesquieu. Et puis voilà que soudain, c'est la chute. Tout bascule, la belle construction s'effondre comme un château de sable et du jour au lendemain, celui qu'on avait porté au nu va se trouver traîné dans la boue. Dès la chute de l'Empire, et même en vérité avant la chute de l'Empire, c'est ce que nous allons voir avec Jean Tullard, des brochures ont ridiculisé Napoléon, des caricatures se sont multipliées. Les plus modérées de ces brochures, je vous l'ai dit, le comparaient à Attila tout de même. Je vous lis par exemple ce qu'un obscur Levallois écrivait dans une brochure intitulée Buonaparte. Alors ça signe son royaliste anti-bonapartiste. Buonaparte dévoilé par lui-même. Je cite.
Paris et toute la France offriront-elles jamais une souillure qui surpasse celle produite par le règne si honteux pour nous d'un Corse issu d'une femme galante, d'un Corse assez fort de notre avilissement et de notre faiblesse pour avoir osé s'asseoir sur un trône occupé successivement par Charlemagne, Saint-Louis et Henri IV. Quant à Chateaubriand, vous savez que Chateaubriand avait choisi son camp. Quel Français pourrait oublier ce qu'il doit au prince régent d'Angleterre, demandait Chateaubriand, qui a tout fait pour nous affranchir de Napoléon. Ceux-là sont des opposants, mais ce qu'il faut dire, c'est que même ceux qui avaient le plus applaudi Napoléon se sont mis au moment de sa chute à retourner leur veste, un peu comme des chiens de chasse qui, une fois le sanglier abattu, peuvent venir japper et renifler sans risque autour de sa dépouille. Beethoven, la pastorale, Franck. Oui, c'était l'orage. Alors Napoléon est parti, les Bourbons peuvent remonter sur leur trône, le petit Louis XVII étant réputé mort, bienvenue à Louis XVIII, qui donc est l'un des frères de Louis XVI. Voici ce que nous raconte la comtesse de Béarn. Elle était, vous savez, la fille de Madame de Tourzel, l'ancienne gouvernante des enfants de France. C'était le 3 mai 1814, le bon roi Louis XVIII, frère du défunt Louis XVI, faisait ce jour-là son entrée dans sa bonne ville. Tandis qu'il était à Notre-Dame, les fidèles présents à Paris s'étaient rendus pour l'attendre au château des Tuileries, souillé encore de l'atmosphère impériale. Dans les grands salons enfin reconquis, ils étaient tous là, les survivants de la chouannerie et de l'armée de Condé, les échappés des prisons, les ressuscités de la terreur, dépenaillés, vieillis, redressant leur taille courbée par l'âge et les infortunes, et incrédules encore de la revanche inespérée. Vous savez, comme on dit, c'est souvent le cas en histoire, le malheur des uns fait le bonheur des autres, en fait. Et là, évidemment, tous ceux qui ont cru au roi pendant toute cette longue période de la révolution du consulat de l'Empire, enfin respirent. Ils se retrouvaient, raconte notre comtesse, dispersés depuis 24 ans, se questionnaient, comptaient leurs malheurs. Au loin, on entendait les bourdons sonnant en fête et le canon tiré par salve. Les courriers se succédaient de quart d'heure en quart d'heure, annonçant l'arrivée prochaine du souverain. Enfin, on sut qu'il entrait au carrousel. On se lève, on forme la haie. Chacun s'efforce d'être au premier rang pour être vu. Les cœurs battent, les genoux fléchissent, les mains tremblent. Et tout à coup, la porte s'ouvre, une voix jette ces mots qui n'ont pas retenti en France depuis le 10 août 1792. « Messieurs, le roi !» Il n'y a pas dans notre histoire, dit la comtesse de Béarn, un plus brusque ressaut vers le passé. Jamais deux si petits mots n'autorisèrent plus d'espérance et ne donnèrent le vol à plus d'ambition. Il faut imaginer la joie de ces gens. La plupart ont perdu leur fortune, leur terre, leur grade, leur emploi. Il y a une expression pour décrire la situation. On peut dire que la roue tourne. Ils ont souffert, et bien maintenant, fini l'Empire, l'heure est au retour de la royauté. À bas l'empereur et vive le roi. D'un seul coup, ils se sentent mieux, tous ces royalistes. Disons-le tout de suite, nombreux étaient ceux qui pensaient avoir rendu des services signalés à la cause royale pendant la Révolution et l'Empire, et donc nombreux étaient ceux qui tout naturellement espéraient des récompenses. Bientôt, on va voir tous ces gens-là être déçus. Vous savez, c'est souvent comme ça quand on attend beaucoup en politique, hein. On est assez vite déçus. Les gens ne voyaient rien venir, alors ils se mettent à écrire des lettres, hein, des suppliques, des demandes de toutes sortes. Ces lettres, toutes ces plaintes, toutes ces jérémiades, elles ont été conservées. Elles sont, à l'heure où je vous parle, aux archives nationales, une 50aine de cartons qui contiennent quelques 200 000 demandes. Le cher Le Nôtre, le voici, c'est la première fois de l'année, hein, enfin la première fois de la saison que je cite J'ai Le Nôtre. Il nous propose un certain nombre d'exemples de ces suppliques. Un dénommé Gelin explique que tandis qu'il était appelé en 1807 à faire partie des armées d'alors, il a préféré émigrer en Russie pour éviter la conscription de l'empereur. Un autre, qui est infirme et âgé de 79 ans, demande une pension, je cite, qui lui permette de souffrir plus longtemps afin d'aimer son roi pendant un plus grand nombre d'années. Un inventeur d'un globe qui va sous l'eau demande à être nommé plongeur du roi. Ben oui, on voudrait que renaissent tous les vieux titres de l'Ancien Régime, vous savez. Alors aujourd'hui, ça nous fait sourire, mais je suppose qu'à l'époque, aux Tuileries, on a surtout soupiré. Car évidemment, chacun de ces documents a été lu, annoté. La preuve, c'est qu'on retrouve, nous dit Le Nôtre, tracé au crayon de la main de quelques secrétaires d'État ou de simples chambellans, une mention. Alors certains écrivent rien à faire, il n'y a pas de place, aucun emploi vacant. Dans une marge, on lit « Il a écrit 100 fois et on lui a déjà répondu 100 fois ».
J'aimerais, pour vous faire mieux sentir l'atmosphère de cette époque incroyable, j'aimerais m'attarder un moment sur le cas d'un dénommé Jean Dufour. On l'aurait bien étonné, ce brave Jean Dufour, en lui révélant que 200 ans plus tard, en 2013, des centaines de milliers de personnes allaient se pencher un certain après-midi de fin août sur son modeste cas. Mais enfin, ce sont les hasards des archives, vous savez. Mathurin Jean Dufour, pour citer tout son nom. Ce qui en fait un exemple intéressant, me semble-t-il, c'est qu'il a publié des mémoires. Alors qui est-il ? Il faut que vous imaginiez un bonhomme assez robuste, entreprenant, téméraire. Il est originaire du village de Saint-Coulon, en Ille-et-Vilaine, et sous la Révolution, il s'est enrôlé dans l'armée royale de Bretagne. Il commandait pour le roi les divisions de Dole et du Clos-Poulet, et il s'est occupé d'établir une correspondance entre Jersey et la plage de Saint-Malo, et ce, à un moment où la côte française était gardée par tout un cordon de sentinelles républicaines. Conséquence, il fallait débarquer de nuit, loin en mer, et se glisser sous les coups de feu sporadiques parmi les rochers. Vous voyez, c'était quand même une vie assez aventureuse. Notre Dufour a accompli, nous dit-il, enfin c'est ce qu'il écrit dans les lettres qu'il envoie à l'administration royale, il a accompli pas mal de petits exploits. Un soir, par exemple, avec son compagnon Cormatin et le chevalier Bunel, il a gagné en rampant le bourg de Saint-Briac, après avoir échappé au bal des factionnaires. Ensuite, il s'est réfugié, pour reprendre haleine, dans la maison d'une paysanne qui s'appelle la veuve Briand, et qui d'ailleurs qui pourrait témoigner, dit-il. Elle aussi travaillait à la correspondance, donc c'était une sympathisante, si on veut. Les Bleus, les soldats de la République, ont envahi la maison, nous raconte Dufour. Il y a eu une fusillade. Dufour s'est frayé un passage vers le jardin avant de sauter dans le fossé, de s'enfuir dans la campagne, et le lendemain matin, il est parvenu à rallier la côte, fusil à la main et enveloppé d'un châle anglais. Oui, tout ça est assez rocambolesque, évidemment. Tout de même, est arrivé ce qui devait arriver. Dufour a été pris, jeté en prison. Alors là, à partir de là, il est transféré de la prison de Rennes à celle de Dole à Coutances, de Coutances à Cherbourg, avant d'être incarcéré à l'île Pelée. Et il va passer 58 jours dans un cachot souterrain, aéré seulement, je cite, par un créneau de 4 doigts d'ouverture, où les détenus allaient chacun leur tour coller leur bouche pour respirer. On lui donnait un bout de pain par jour et de l'eau croupie venant d'une citerne fétide. Vous le voyez venir avec ses gros sabots, notre Dufour. Évidemment, maintenant que le roi est remonté sur le trône, eh bien, il attend sa récompense. Alors justement, pendant ce temps-là, aux Tuileries, le gros Louis XVIII, si je peux dire, vous saviez, il était obèse, Louis XVIII, presque impotent. Il est en train de prendre ses marques. Alors on s'affaire à effacer autour de lui les souvenirs de l'Empire. Selon l'expression inventée pour la circonstance, on dénapoléonise, on enlève les haines des murs, des ferrures, des quinquets, des armoires, des fauteuils. On essaie d'ôter les aigles qui figuraient au plafond, les abeilles qui ornaient les draperies, les violettes sur les tapis. Parfois, on se débrouille, on transforme les aigles en cygnes et les fleurs de lys deviennent des... Vous savez, vous aviez une abeille qui peu à peu va voir ses ailes s'étirer pour devenir une fleur de lys. Les haines, on en fait 2 ailes adossées, comme on peut. Vous savez qu'on a dit à Louis XVIII quand il est arrivé aux Tuileries, dit l'administrateur, il lui dit, sire, pardon, on n'a pas eu le temps de retirer les abeilles et les haines des tapis. Qu'importe, a répondu Louis XVIII, j'aurais plaisir à marcher dessus. C'est André Castelot qui raconte que la duchesse d'Angoulême, donc la fille survivante de Louis XVI et de Marie-Antoinette, ne pouvait, je le cite, ouvrir une fenêtre sans mettre la main sur le henne qui rayonnait au milieu de l'espagnolette jusqu'au robinet de sa baignoire où voltaient des abeilles impériales. Que voulez-vous, il faut bien faire avec. Alors, les décors résistent un petit peu, mais les gens, eux, je vous l'ai dit, ont retourné leur veste. Je vous cite des exemples. Bossuet, qui était quand même préfet du palais sous l'empereur, comblé de faveur par Napoléon, l'un de ses courtisans les plus plats. Bossuet le renie dès le 14 avril 1814 et il se vante d'avoir empêché Marie-Louise de rejoindre son mari. Il traite même dans une correspondance officielle l'empereur de charlatan. Augereau, qui avait été fait par Napoléon, maréchal de France, duc de Castiglione, il proclame le drapeau blanc seul vrai national. Quant à Fontane, grand maître de l'université, il a déclaré dès le 1er avril 1814 que l'université, je cite, appelle de ses vœux le moment où elle pourra présenter aux descendants de Saint-Louis, de François Ier et de Henri IV l'hommage de son amour et de sa fidélité. Et oui, l'Empire est déchu, que voulez-vous, et l'empereur, on a envie de dire heureusement pour lui, est déjà parti pour l'île d'Elbe.
Europe 1, c'était le deuxième mouvement de la 4e symphonie de Beethoven dirigée par Karajan. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Au cœur de l'histoire avec Napoléon, la légende noire. On en parle avec vous, Franck Ferrand, et votre invité, Jean Tullard de l'Institut, auteur de l'Anti-Napoléon, folio Histoire aux éditions Gallimard. Le traité de Fontainebleau a en effet accordé la souveraineté pleine entière à Napoléon sur l'île d'Elbe. Je ne vais pas vous raconter maintenant l'exil de Napoléon à l'île d'Elbe. C'est d'ailleurs passionnant parce qu'il a transformé l'île de fond en comble. Il en a fait une sorte de Monaco de l'époque. Si ça vous intéresse, j'ai décrit cela sur mon site franckferrand.com, donc vous pouvez aller le lire là-bas. Ce qu'il faut savoir, c'est que Napoléon ne reste que 300 jours à l'île d'Elbe. Il projette déjà de regagner la France. C'est un projet qu'il met à exécution le dimanche 26 février 1814. Après avoir fait dire la messe 1 heure plus tôt que de coutume, à 11h, Napoléon fait connaître ses intentions de départ à ses proches, qui sont les seuls informés. Il s'embarque avec 120 hommes sur le brick l'Inconstant, ça ne s'invente pas. Il débarque le 1er mars à Golfe-Juan, et là il est évidemment accueilli en héros. Je dis évidemment, c'était pas si évident que ça, et c'est bien la preuve que la restauration des Bourbons n'avait pas l'assentiment de toutes les provinces. Napoléon se lance alors dans la plus grande aventure de sa vie. Il progresse rapidement jusqu'à Grenoble, où il arrive le 7 mars 1815. À partir de là, on peut dire que plus rien ne peut l'arrêter. Il sera aux portes de Paris le 20 mars. Alors je ne voudrais pas que vous pensiez que pour suivre Napoléon dans son retour au pouvoir, j'en aurais oublié notre pauvre Jean Dufour. Vous savez, notre homme qui voulait que le roi le récompense. Je vous ai dit qu'il était monté à Paris pour essayer de faire valoir ses droits. Il se présente devant la commission chargée de recueillir des renseignements sur les anciens combattants de l'Ouest. Il demande à voir le président. « Oh non, le président est trop occupé, lui dit-on. Il ne peut pas vous recevoir. » Quand même, Dufour a risqué sa vie pendant des années. Vous imaginez, il n'est pas content du tout. Il est quand même, il a eu un certain nombre de mérites signalés. Il précise à l'employé de service qu'il a été reçu en 1796 comme colonel. Il a eu ce brevet de colonel. Qu'il est chevalier de Saint-Louis par ordre du lieutenant général du royaume, donc le frère de Louis XVIII. L'employé lui rétorque, je cite, « Je n'ai jamais vu votre nom, il ne figure pas sur le contrôle de l'armée royale. » Alors là, Dufour est vraiment en colère. Il notera dans ses mémoires, « Ce fonctionnaire était un jeune homme de 24 à 26 ans et moi j'en avais 24 de service. » Il quitte Paris furieux et il quitte Paris au moment même où Napoléon s'en rapproche. Alors c'est toujours passionnant de parler des 100 jours, parce qu'il y a quelque chose évidemment d'un peu étonnant et d'anachronique dans cet épisode de notre histoire, ce retour de l'empereur. On dit les 100 jours parce que Napoléon va se réinstaller au pouvoir pendant 100 jours. Il faut le dire clairement, au printemps 1815, quand il arrive à Paris, Napoléon fait un peu office de chien dans un jeu de quilles. Même sa propre famille soupire. Prenons le cas d'Eugène de Beauharnais, le fils de Joséphine, que Napoléon a traité comme son propre fils. Voilà ce qu'il écrivait à la princesse de Bavière quelques semaines avant le retour de son beau-père. Le roi Louis XVIII m'a parfaitement reçu et m'a demandé de tes nouvelles avec intérêt. Quant à Hortense, la sœur d'Eugène, qui sera donc la mère du futur Napoléon III, elle a fait la révérence au roi, elle l'a sollicité pour le titre de duchesse de Saint-Leu. Lucien, le propre frère de Napoléon, s'est réjoui d'avoir, je cite, vu luire le jour heureux où la main de fer a été brisée. On croit rêver. Quant à Joseph, l'ancien roi d'Espagne, un autre frère de Napoléon, il accusait l'ambition démesurée de son frère. Catherine, la femme de Jérôme, a déclaré que son époux avait été pendant 7 ans, je cite, victime de la tyrannie de l'empereur Napoléon. Bref, tout le monde avait gentiment retourné sa veste, même dans la famille de Napoléon. Tout ce petit monde s'était accommodé de la restauration des Bourbons. Et là, voilà que patatras, l'ancien empereur refait surface. Alors, Louis XVIII est stupéfait, il apprend le débarquement de son ennemi à Golfe-Juan, sa remontée vers Paris au milieu des vivats de la foule. Il est complètement décontenancé, Louis XVIII, et avec son frère, futur Charles X, avec toute la famille, le voilà qui repart pour les Flandres. Il va se réfugier à Gand, et Napoléon se réinstalle à Paris. Alors cette fois, pas question de perdre du temps à faire changer les fleurs de lys royales en abeilles impériales. Il y a d'autres chats à fouetter. Napoléon va devoir une fois de plus affronter toute l'Europe coalisée contre lui. Et vous savez qu'après seulement 100 jours, le 18 juin 1815, à Waterloo, ce sera la défaite de l'empereur. Et revoilà bientôt Louis XVIII aux Tuileries, pour la deuxième fois, mais cette fois dans les fourgons de l'étranger, comme on disait.
Ça me rappelle ce joli passage du film de Sacha Guitry, Et Paris vous est compté, vous savez. On y voit un mur couvert successivement de graffitis, vive le roi, vive l'empereur, et de nouveau vive le roi. Il y a même vive la République, et puis il y a un enfant qui arrive, qui efface tout ça et qui écrit simplement vive la France. Après sa défaite à Waterloo, Napoléon va se livrer aux Anglais. Il leur demande asile par une lettre théâtrale, mais on connaît la réponse de l'Angleterre. Ce sera la déportation au bout du monde sur un îlot rocheux perdu dans l'Atlantique, à Sainte-Hélène, évidemment. Vous savez, j'allais dire l'agonie. Au début, c'est pas une agonie. Au début, c'est un long exil qui va se transformer peu à peu en agonie. Napoléon aura désormais tout le temps de méditer sur son passé et de dicter ses mémoires, le fameux mémorial de Sainte-Hélène. Il mourra toujours captif à Sainte-Hélène au printemps 1821 et sera inhumé près d'une source au Val du Géranium, dénommée depuis Vallée du Tombeau. Mais on peut dire que le souvenir napoléonien subsiste et que désormais la légende est en marche. De l'histoire, c'était un extrait du concerto L'Empereur, interprété par Arthur Rubinstein, Franck. Alors, Waterloo marque donc la fin de l'épopée napoléonienne, l'installation définitive de Louis XVIII sur le trône de France. Il y restera jusqu'à sa propre mort, 3 ans après celle de l'Empereur en 1824. À Paris, on punit ceux qui ont trahi le roi pendant les fameux 100 jours, vous savez. Des tribunaux d'exception sont nommés, des cours prévotales. Il y a eu quand même 3000 procès. On va exécuter un certain nombre de personnalités qui se sont trop compromises. Je pense à l'abbé d'Oyer, évidemment, au maréchal Ney, bien sûr, le plus célèbre. Soulèvement d'indignation, ce n'est pas tout. Il y a toute une épuration administrative, avec notamment la révocation de tous les fonctionnaires nommés après le 20 mars 1815. 25% des fonctionnaires ont été mis à la retraite, c'est énorme. 70 préfets sont suspendus par le roi, parce qu'ils avaient, après avoir juré fidélité au roi, ils s'étaient finalement retournés pour se rejoindre l'empereur, donc là, cette fois, on les vire. On fait également le ménage, si je puis dire, dans les assemblées, à l'université, à l'Institut, réduction d'effectifs chez les militaires, réorganisation des assemblées sur la base d'un système censitaire. Enfin, je ne vous parle pas de toute l'organisation, cette deuxième restauration de 1815. Je ne peux pas parler de cette période, vous savez, sans évoquer un souvenir d'étudiant, lorsque je suivais, il y a 25 ans, un cours d'histoire des administrations à Sciences Po. Le professeur, non sans humour, nous a raconté qu'à l'époque, pour s'y retrouver parmi tous ces professionnels du retournement de veste, on avait rédigé un dictionnaire des girouettes. Y figuraient les noms de tous ceux qui, après avoir juré fidélité à l'empereur, s'étaient jetés dans les bras du roi, puis avaient trahi le roi pour revenir à l'empereur, avant, dans un retournement acrobatique, de revenir enfin vers le roi. Mais je ne voudrais pas vous décourager, avait lancé le professeur, en vous laissant croire que tout le monde dans cette affaire aurait vendu son âme. On a aussi rédigé un annuaire des purs où figurent les noms de ceux qui, du début à la fin, sont restés fidèles à Napoléon. D'ailleurs, le voici, nous dit-il, et il tire de sa sacoche un tout petit opuscule très mince de quelques feuillets. Quant au dictionnaire des girouettes, insiste le prof, le voici. Il fait pivoter sa chaise, se saisit à deux mains d'un énorme volume très pesant qui comportait des centaines de pages. Inutile de vous dire que l'amphithéâtre a éclaté de rire. Nous avions compris la leçon. Ce professeur, c'était Jean Tullard, que je suis très heureux de recevoir aujourd'hui. Et avec lui, nous allons parler de la légende noire de Napoléon. Bonjour Jean Tullard. Bonjour. Et merci de cette évocation de Sciences Po. Ça ne nous rajeunit ni l'un ni l'autre, mais vous nous aviez montré ce dictionnaire des girouettes. Il faut dire quand même qu'à l'époque, c'était pas très facile pour les hauts fonctionnaires, pour toute l'administration, de suivre les soubresauts politiques, évidemment. Non, et ils ont prêté tous les serments possibles et imaginables. Le record, c'est Sémonville. Il y en a qui arrivent à 15 girouettes parce qu'ils sont comme dans les almanachs gastronomiques. Il y a des étoiles pour les restaurants. Là, c'est des girouettes pour ceux qui ont le plus trahi. Et effectivement, de ceux qu'on appelle les immobiles, il y en a à peu près une quinzaine. Avec vous, Jean Tullard, dans un instant, nous évoquons la légende noire de Napoléon. 14h, 15h,
au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Europe 1 avec au cœur de l'histoire, un nouvel horaire, notez-le bien, 14h, 15h pour cette nouvelle saison. On parle aujourd'hui, Franck, de Napoléon, la légende noire, avec votre invité Jean Tullard de l'Institut, auteur de l'Anti-Napoléon, folio Histoire aux éditions Gallimard. Et dans cet ouvrage, Jean Tullard écrit, je cite, « Un jour aux Tuileries, Napoléon se plaça brusquement au milieu d'un cercle de courtisans et leur demanda « Que pensez-vous que dira le monde quand je ne serai plus là ?» Chacun des spectateurs embarrassés méditait une réponse. « Eh bien, enchaîna Napoléon, c'est pourtant simple. Quand je ne serai plus là, tout le monde dira « Ouf !» Le propos résume l'homme, écrit Jean Tullard, sa dureté et son cynisme, nés de l'habitude de parler aux soldats, mais aussi d'un goût affecté pour la brutalité. Aussi, ses adversaires ne l'ont-ils point épargné. Le portrait qu'ils en tracent est celui d'un despote méchant, borné, vaniteux et lâche, dont l'intimité devait être un enfer. Terrible portrait, Jean Tullard. Terrible portrait. Il y a un déchaînement de pamphlets en 1814, un peu moins, parce que les effets étaient usés en 1815, d'une violence extrême. C'est un ton polémique comme on n'en avait jamais connu, où véritablement tous les péchés du monde accable Napoléon, y compris des relations incestueuses avec sa sœur Pauline, avec sa mère. Bref, on invente mais tout ce qu'on peut imaginer. Tout ce qu'on peut imaginer, c'est-à-dire que le malheureux Néron, d'ailleurs on dit de Napoléon le nouveau Néron, le Néron de Tacite apparaît comme un ange. Oui, à côté c'est un enfant de cœur. Oui, c'est un enfant de cœur. Je ne parle pas de Julien l'Apostat, je ne parle pas de tous les méchants de l'histoire qui avaient précédé Napoléon. C'est effrayant. Alors, il y a quand même un ordre dans ces attaques. Il faut trier. Vous avez des centaines de pamphlets. Il faut donc trouver un fil conducteur. Vous avez deux fils conducteurs qui se sont définis dès 1800, dès l'avènement de Bonaparte. Vous avez les royalistes. Pour les royalistes, qui sont très à l'aise dans leurs attaques, Napoléon est un usurpateur. Il a pris, en 1800, le trône, il est encore premier consul, mais enfin, déjà, il a pris le trône de Napoléon, de Louis XVIII, et en fait, c'est le roi qui aurait dû régner, et il aurait dû, après Brumaire, restaurer Louis XVIII, ce qu'il n'a pas fait. Pour les républicains, il a confisqué la République, donc les libertés de la République. Donc là encore, c'est un usurpateur. Ce sont ces deux courants. En gros, on peut dire qu'il y a un courant de droite et un courant de gauche. Alors, si l'on peut dire. Qui sont symbolisés par deux grands écrivains, parce que la légende noire, quand vous lisez le livre, vous dites, mais mince, c'est des pamphlétaires, mais sans talent. Eh bien non, il y a de très grands écrivains. Il y en a deux importants. Pour le courant royaliste, c'est Chateaubriand, avec de Bonaparte et des Bourbons. Pour le courant libéral, c'est Benjamin Constant avec de l'esprit de conquête et de l'usurpation. Ce sont eux qui donnent le ton. Benjamin Constant, c'est quand même assez, j'allais dire, Académie des sciences morales et politiques. Le ton est très élevé. Pour Chateaubriand, il faut dire que de Bonaparte et des Bourbons est un écrit indigne de sa plume, surtout lorsqu'il écrit « Hormis le fait d'avoir remporté des victoires, Bonaparte n'était pas un grand général. » On se demande ce qu'on attend du général, sinon de remporter des victoires. Mais alors justement, ce qui est un peu étonnant dans cette abondante littérature destinée à noircir Napoléon, c'est qu'il y a énormément d'exagérations, de mensonges, de calomnies, mais il y a aussi quand même, qu'on le veuille ou non, un certain nombre de vérités qui ont pu être dites. Ah oui, Benjamin Constant explique bien la prise de pouvoir. Benjamin Constant, c'est le plus sérieux. Et en même temps, Benjamin Constant et Chateaubriand ne méritent pas notre estime, parce que Chateaubriand a quand même servi... C'est un nom de majesté que vous nous envoyez. C'est l'estime du public. Chateaubriand a servi Bonaparte, il ne s'est jamais opposé pour son vague discours, mais il ne s'est jamais opposé à Napoléon pendant son règne. C'est tout à coup en 1814 qu'il change d'opinion. Et Benjamin Constant, après avoir écrit de l'esprit de conquête et de l'usurpation, quand, comme vous l'avez très bien évoqué, Napoléon revient de l'île d'Elbe, Benjamin Constant se met à son service, c'est-à-dire il sert le tyran, il lui rédige même une constitution libérale. Il dira qu'il améliorait. Donc lui, c'est une girouette, ce n'est pas un immobile. Non, ni Chateaubriand ni lui. Et ils sont, à mon sens, moins sympathiques que les vrais girouettes, c'est-à-dire Talleyrand et Fouché, parce que les autres, on peut dire,
Après tout, ils servaient l'intérêt de la France, c'était des politiques. Tandis que Chateaubriand et Benjamin Constant, on ne sait pas trop ce qu'ils servent. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que cette littérature, elle a commencé, même si moi je suis parti là en 1814, et vous nous montrez dans votre livre à quel point tout ça explose en 1814, au moment de la chute de l'Empire, c'est évident, mais ça avait commencé bien avant quand même. Ça commence... Pratiquement, les attaques contre Bonaparte commencent dès la première campagne d'Italie, où il est déjà dénoncé. Même la campagne d'Italie, oui. Dès la première, il y a des attaques. Il répond notamment en fondant un journal, dont le titre est significatif, Journal de Bonaparte et des hommes vertueux. C'est surtout en 1800 que les attaques se développent. Ce sont essentiellement, parce que les royalistes sont dans la clandestinité, ce sont essentiellement des attaques des Jacobins. Soyons de nouveau Brutus, poignardons le César qui vient de s'emparer de la République. Les pamphlets existent, il y a un spécialiste, Medj, qui sera d'ailleurs guillotiné, qui a écrit un pamphlet très violent sur, il évoque un Turc qui assassinerait éventuellement Bonaparte. Donc, alors ça s'arrête parce que Fouché y met le holà comme ministre de la police, et donc les attaques ne viennent plus, mais elles circulent en France, mais ne viennent plus que d'Angleterre. Les Anglais, qui sont maîtres des mers, débarquent des ballots remplis de caricatures, alors là, d'une drôlerie, d'un humour. Alors vous avez d'abord, c'est Bonaparte, le maigre, fléchi, Bonny, il n'a que les os, bonne, l'os. Et puis ensuite, il devient Napoléon, fléchi, il n'a que la chair. L'ogre. Et alors, les images de Joséphine sortent de poufias, comme on disait dans l'argot de l'époque. Et c'est vraiment Talleyrand, la claudication de Talleyrand est soulignée, la tête sinistre de Fouché. Enfin, ils y passent tout comme un CRS. C'est une propagande contre une autre, en quelque sorte. Parce que de l'autre côté, bien entendu, à l'époque, il y a la propagande de l'empereur. Mais la propagande de l'empereur est surclassé par celle des Anglais. Il en souffre lui-même, parce qu'il fait des articles dans le Moniteur. Il fait de très bons articles quand il suggère notamment l'assassinat de Paul Ier par les Anglais. L'article est un chef-d'œuvre de perfidie, mais il n'a pas ce dessin, et l'image l'emporte toujours sur le texte. Et donc ce sont les caricatures anglaises qui, circulant en Europe, vont littéralement détruire, faire un contrepoint à cette image de l'empereur tel qu'on le voit dans le Sacre de David, tel qu'on le voit chez Ingres, etc. C'est l'anti-Napoléon, c'est vraiment l'anti-Napoléon. Et puis ça, c'est rien. Tout ça, ce n'est rien. C'est après que ça bascule, que ça devient très grave. C'est que, prenez le cas de l'Allemagne, les écrivains allemands ont été fascinés par Napoléon. Goethe reçoit la Légion d'honneur de Napoléon. Hegel, voyant Napoléon sur le champ de bataille d'Iéna, entrant dans Berlin, dit « J'ai vu passer l'âme du monde à cheval ». Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est du Hegel. Hein. Bon, c'est pas la peine d'en demander trop. En tout cas, vous voyez, j'ai l'âme du monde à cheval. Bref, ils sont admiratifs. Et puis, il se passe quelque chose. Ce qui est le déclic qui fait repartir la légende noire, c'est l'attaque de l'Espagne par Napoléon. C'est cette intrusion des Français en Espagne qui vont déclencher une réaction nationale espagnole qui sera symbolisée par le premier pamphlet qui sera diffusé dans toute l'Europe le plus terrible, c'est le catéchisme espagnol où Napoléon est assimilé à Satan. Et là, on se souvient des fameux dessins de Goya, notamment, toutes ces horreurs de la guerre. Goya, pour l'instant, est à Francesado. Hein. Goya dans un premier temps, il est favorable aux Français. Oui, c'est Moratine. Ils sont dans la cour de Joseph. Donc, c'est là où ça commence vraiment à être violent. Et puis, 1813, c'est-à-dire il y a 200 ans, la guerre, la campagne de 1813, où les écrivains allemands qui avaient jusque-là été favorables à Napoléon, vont se déchaîner. Recker, Kleist, von Arnim, Kotzebue, ils vont tous attaquer, et même Hegel, parce que Hegel, c'était très bien Napoléon, ça c'est le propre de l'intellectuel, c'était très bien Napoléon, parfait. Et puis voilà que le blocus continental fait qu'il n'a plus ces délicieuses pâtisseries plus ou moins viennoises, il ne peut plus bien... son confort quotidien est affecté. Il n'a plus son café. C'était surtout le café pour un intellectuel. Or, le blocus continental a fermé le continent européen aux marchandises anglaises. Donc, il n'y a plus de café anglais parce que ça ne se produit pas en France. Et alors, Hegel, qui boit une sorte de jus qu'il appelle le jus patriotique,
il commence à trouver que l'âme du monde, c'est peut-être pas tout à fait l'idéal politique pour l'Allemagne. Il y a un autre artiste, évidemment, qui a d'abord beaucoup admiré Bonaparte avant de honnir Napoléon, c'est Beethoven, dont on a entendu tout à l'heure des extraits. Et d'ailleurs, je me suis trompé, c'est moi, mea culpa. J'ai corrigé tout à l'heure et j'ai dit que c'était le deuxième mouvement de la 7e. Non, c'est bien le deuxième mouvement de la 4e symphonie de Beethoven que nous avons entendu tout à l'heure. Mea culpa. Je vous propose, Jean Tullard, de revenir sur cette légende noire mais aussi dorée de Napoléon aussitôt après la publicité. Europe 1, au cœur de l'histoire. 14h-15h, Franck Ferrand. Oui, vous l'avez bien noté, 14h-15h, c'est le nouvel horaire d'Au cœur de l'histoire. On parle cet après-midi de Napoléon, la légende noire, avec vous, Franck Ferrand, et votre invité, Jean Tullard, de l'Institut, auteur de l'Anti-Napoléon, folio Histoire aux éditions Gallimard. Alors, ce qui est frappant dans cette légende impériale, c'est que tout va basculer en 1823, c'est-à-dire encore du vivant de Louis XVIII du reste, au moment de la publication du fameux mémorial de Sainte-Hélène. Alors il faut expliquer ce qui se passe là, Jean Tullard. Alors, l'image de Napoléon, elle est fixée, comme l'a été celle de Néron par Tacite, comme l'était, disons, celle d'Hitler en 1946, pas de 45, 46 donc, après l'effondrement de l'Allemagne, bref, c'est fini. Napoléon entre dans la galerie des méchants, des tyrans affreux, il va rejoindre Attila, que vous avez évoqué, Néron et bien d'autres. Et en 1800, il meurt en 1821, dans l'indifférence générale. Ce n'est plus un événement, c'est une nouvelle. Il est si loin, oui, c'est ça, ouais. Donc, mais paraît peu après un livre d'un de ses compagnons d'exil, mais qui n'était pas resté extrêmement longtemps, Lascaz, qui publie le mémorial de Sainte-Hélène, qui est un témoignage sur la captivité de Napoléon. Et là, tout change. Parce que c'est le chef-d'œuvre de la propagande. La propagande anti-napoléonienne, elle était belle, bon, mais enfin quand même pas très forte. Là, le mémorial, c'est un chef-d'œuvre parce que ça se joue sur 3 plans. Premier plan, le mémorial décrit les conditions de captivité de Napoléon. C'est pas Auschwitz, mais elles sont quand même assez dures, humiliantes. Et bon, Lascaz force encore le trait. D'ailleurs, Napoléon y avait collaboré en refusant les adoucissements de Tsonlo. Bref, tout à coup, on découvre ce géant qui avait dominé l'Europe, cloué sur ce rocher de Sainte-Hélène. Donc on prend pitié en quelque sorte. C'est Prométhée. Mais oui. Pour les romantiques qui vont voir ça, cet homme qui avait couché à Schönbrunn, au Kremlin, au Prado, enfin partout, à l'Escurial je veux dire, il se retrouve maintenant dans une baraque battue par les vents. Bref, ça suscite la pitié, l'indignation. Deuxièmement, Napoléon évoque, il raconte ses campagnes. Il les raconte admirablement. Ils se mettent en valeur et en valeur, etc. Or, nous sommes avec un roi podagre, Louis XVIII, qui se déplace d'un fauteuil à l'autre, un entourage qui est assez peu belliqueux. Bref, tout à coup, ces jeunes gens qui s'ennuient, comme le dira Alfred de Musset, ces gens qui s'ennuient, cette France qui s'ennuie, se rappellent qu'au fond, il y a eu des magnifiques chevauchées avec Murat, avec La Salle, avec l'âne, etc. Et maintenant, il n'y a plus rien. C'est un exemple de bravoure, mais voilà, la nostalgie de la gloire, de quand tout était possible, puisqu'un cabaretier devenait finalement roi de Naples, c'est fini. Et puis, il y a les déclarations que Lascaz prête à Napoléon. Et Napoléon dit, mais vous savez, j'ai toujours été partisan des libertés. Je suis l'un des champions du libéralisme, car ces libertés que j'ai défendues, et c'est pas faux, ce sont les libertés, les conquêtes de la Révolution. Grâce à moi, on n'a pas touché à ces conquêtes, c'est-à-dire à l'égalité, à la vente des biens nationaux, à la destruction de la féodalité. C'est moi qui ai préservé l'héritage de la Révolution. Et c'est moi qui, en simplifiant la carte des pays, Allemagne, Italie, ai favorisé l'idée de nation. Or, cette Europe, c'est celle de la Sainte Alliance, dans laquelle est diffusé le mémorial, c'est-à-dire d'une Europe qui est secouée par des aspirations libérales face à la dictature de la Sainte Alliance, et puis aux aspirations nationales. C'est la question des nationalités qui se développe. Et Napoléon dit, moi, j'en suis le champion. Alors, inutile de vous dire... Ça devient un héros, finalement. Après, il devient choc. Et en 1830, les révolutions de 1830, Stendhal l'entend à Paris, mais c'est dans toute l'Europe, c'est au cri
de vive Napoléon. C'est cette révolution de 1830 qui se dresse contre les vainqueurs de Napoléon réunis dans la Sainte Alliance. Et d'ailleurs, Louis-Philippe, qui va donc devenir le monarque constitutionnel qui remplace Charles X en exil, Louis-Philippe essaie de ménager un peu tout le monde et il est assez bienveillant envers l'épopée napoléonienne, au point de lui réserver une place importante dans le musée de Versailles, bien entendu, et au point de faire revenir à Paris les cendres de l'empereur. C'est le triomphe de la légende, le retour des cendres. Alors, Hugo... les cendres, c'est-à-dire la dépouille. Hein. Hugo, dont les premiers poèmes étaient anti-napoléoniens, Hugo verse des larmes de crocodile, il assiste à la cérémonie avec Juliette, et donc ils sont là. Son père était général. Et là, il s'en souvient. Avant, c'était la mère qui avait conspiré avec la Horie. Désormais, c'est le père qui a combattu Fra Diavolo, donne-lui à boire, etc. Tout ça, c'est... Tous les romantiques basculent du royalisme dans la légende. Et donc, cette légende, ça y est, c'est gagné. 1840, Napoléon est le héros. Eh bien, c'est ça l'avantage d'être historien, c'est qu'on ne reste jamais assis sur son fauteuil dans une position figée. Ça rechange. Pourquoi ? Pourquoi ça rechange ? Parce que arrive le neveu. Catastrophe. Le neveu, donc, pour résumer en gros l'histoire, Louis-Philippe va rester au pouvoir jusqu'en 48. C'est la révolution de février 48, l'installation de la très éphémère Deuxième République. Oui. Et qui élit-on en décembre 48 à la présidence de la République ? Le neveu de Napoléon Ier, celui qui va devenir un peu plus tard l'empereur Napoléon III. Parce qu'il s'appelle Louis-Napoléon Bonaparte. Eh oui. Alors qu'il a en face de lui Lamartine, dont on se dit, Lamartine, c'est pas une femme, Lamartine, et on peut pas voter pour elle. Je ne parle pas de Raspail ou de Ledru-Rollin qui n'ont pas encore leur rue à Paris. Bref, il les balaye. Il n'y a que Jacques Chirac qui a fait plus de voix proportionnellement que Louis-Napoléon Bonaparte. Oui, le 22 avril. Donc c'est l'apogée, si vous voulez, de la légende. Mais voilà que Louis-Napoléon Bonaparte confisque la République, fait le coup d'État du 2 décembre. Et alors là, ça change. Parce que désormais, on est revenu à l'image du tyran. Et ce sera le sommet véritablement de la légende noire, parce que c'est mieux que Chateaubriand et que Benjamin Constant sont les châtiments de Hugo, c'est l'expiation. Waterloo, Mont-de-Plaine, il neigeait, enfin tous ces grands morceaux de bravoure vont être débités sous la Troisième République par tous les instituteurs. Hugo devient un héros national, puis il y a les romans d'Hermann Chateaubriand. N'oubliez pas, il y a la dernière classe d'Alphonse Daudet. Et le crime de Napoléon III, c'est d'avoir abandonné aux Allemands l'Alsace et la Lorraine. Donc, fini. Et puis, alors qu'on pourrait dire, ça y est, maintenant on va finir l'émission, c'est réglé. Mais non, il y a toujours des rebondissements dans cette légende. Parce que, je vous ai dit, on a perdu l'Alsace et la Lorraine. Et se développe, surtout sur l'impulsion de Barrès, l'idée de revanche. Il faut reprendre l'Alsace et la Lorraine aux Allemands. Et vers qui se tourner pour trouver des leçons, des enseignements qui nous permettront de briser ces maudits Allemands ? Vers Napoléon, Iéna. Il avait brisé entièrement la Prusse. Il aurait dû même la rayer de la carte, ce qui n'est pas allé jusqu'au bout. Mais il l'avait brisé. Et c'est une nouvelle légende dorée qui naît à ce moment-là. Donc on redécouvre Napoléon. Barrès, les déracinés, on fait le pèlerinage au tombeau de Napoléon, ce tombeau. La grande époque de Frédéric Masson. Oui, etc. Voilà. Et c'est Barrès surtout qui crée ça. Et alors bien entendu, il y a tout un courant qui va se développer. Vous avez évoqué Frédéric Masson, mais le nôtre et d'autres qui vont s'intéresser. Housset, Vandame, Sorel, etc. Toute l'Académie française et les historiens de Napoléon à l'époque. Bref, c'est à nouveau le triomphe de Napoléon, car après la victoire de 14-18, Foch et Joffre diront « Nous avons puisé notre stratégie dans la pensée napoléonienne. » Et ils préfaceront tous des livres sur Napoléon. Donc, ça y est. Napoléon, inspirateur de la victoire de 1918. Voilà, on voit d'ailleurs les grognards se mêler aux poilus. Et donc, ça y est. On fait des tableaux où on mélangeait le fameux rêve. Bien sûr. Et donc, Napoléon redevient à nouveau une gloire nationale. Ouf, on peut en parler sans trop de problèmes. Il n'y a qu'un maréchal qui n'a pas été favorable à Napoléon, c'est Pétain. Pétain condamnait la stratégie napoléonienne qui était une attaque. Attaquer, soyez attaquants, sans cesse attaquants. C'était une stratégie d'attaque. Or, il considérait que c'était peut-être très bien au temps de Napoléon, mais qu'il fallait abandonner ces principes parce que depuis, il y a eu la mitrailleuse, il y a eu le canon 75, et que donc, charger. Donc, c'est le seul qui formulait des réserves. Et au début du gouvernement
de Vichy. La légende noire reparaît parce que qui soutient le gouvernement de Vichy? C'est Maurras. C'est l'Action française. L'Action française déteste Mais Napoléon. on retrouve, Jean Tullard, les deux oppositions dont vous nous parliez au début. Oui, voilà. C'est-à-dire qu'il y a la gauche républicaine qui trouve que Napoléon était un souverain dictatorial, et puis il y a la droite et le royalisme qui considèrent que Bonaparte était un usurpateur. Voilà. On n'a pas changé finalement. Et Bainville écrit un Napoléon dans lequel il dit, sauf pour la gloire, il eût mieux valu que Napoléon n'eût pas existé. Là, beaucoup plus récemment, avec Claude Ribes et avec... Nous allons y arriver. y arriver. Bon, alors donc c'est après Vichy retourne tout à fait sa politique après Mercel-Kébir, parce que nous devenons les adversaires des Anglais. Or, ce sont les Anglais qui ont brûlé Jeanne d'Arc et qui ont donc déporté Napoléon à Sainte-Hélène. Et donc Napoléon revient à nouveau. Et puis là, alors que je coulais des jours heureux comme historien, vivant paisiblement, membre de l'Institut, enfin la Sorbonne, tranquillement, donc on ronronnait, avant que Franck Ferrand n'arrive, il n'était encore qu'un élève, on ronronnait sur Napoléon, voilà que tout à coup ressurgit en 2002 le problème du rétablissement de l'esclavage par Bonaparte, et donc Claude Ribes va développer une légende noire. Alors là, sans jeu de mots, très noir. Oui, le crime de Napoléon, etc. Donc, vous voyez, on n'en finit jamais avec Napoléon. C'est pourquoi, après Franck Ferrand, il y aura de nouveaux Franck Ferrand qui reparleront encore de Napoléon. Mais c'est tout ce qu'on peut souhaiter, et à cette radio et à nos auditeurs, Jean Tullard. Europe 1, au cœur de l'histoire. 14h-15h, Franck Ferrand. Au cœur de l'histoire sur Europe 1, avec l'une des nouveautés de ce début de saison, tous les jours, Franck Ferrand nous propose de terminer l'émission en racontant les origines de notre quotidien. Et aujourd'hui, vous allez nous parler de judo, Franck. Mais oui, parce que là, à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 1er septembre prochain, ce sont les championnats du monde de judo au Brésil, à Rio. Alors je me suis demandé d'où venait ce judo. Ce judo, c'est la voie de la souplesse en japonais. C'est le principe de l'adaptation. Finalement, c'est quelque chose de très japonais, ça. On se coule, on fait comme l'eau, vous voyez, on s'adapte et on utilise la force de l'autre contre lui-même. Qui a inventé ça? Eh bien, c'est très récent. C'était un monsieur qui s'appelait Jigoro Kano, qui est donc le fondateur du judo. On est en 1882 seulement. C'est un petit japonais, si je puis dire, pas très costaud. Il avait essayé toutes sortes de moyens de se défendre par rapport à ses camarades qui étaient plus forts que lui. Et il avait compris qu'en fait, grâce au jujitsu, il serait peut-être capable de se défendre, mais il trouvait que les techniques du jujitsu étaient trop dangereuse. Alors Jigoro Kano décide de retirer du jujitsu un certain nombre de mouvements trop dangereux, de codifier les techniques qui restent. Désormais, le sport en question, enfin l'art martial n'aura plus de vocation guerrière, il fera plutôt place à la souplesse. C'est la naissance du judo, de ce nouvel art martial. Son inspiration donc est directement issue du jujitsu, avec toutes les vieilles traditions, vous savez, les techniques de combat des samouraïs, etc., les koryu, les anciennes écoles traditionnelles, etc., mais tout ça réactualisé donc par Jigoro Kano. Il crée un principe, cet homme-là, il veut qu'en fait le judo, enfin cette nouvelle discipline, soit en même temps une discipline mentale quasiment spirituel en quelque sorte, et tout ça ne s'atteint que par l'effort. Donc en 82, il fonde le Kodokan, littéralement école pour l'étude de la voix à Tokyo. Il a 22 ans seulement, et on dit qu'il a été inspiré par la nature. Lors d'un hiver très rude, Jigoro Kano se serait inspiré des arbres couverts de neige. Il avait remarqué que, vous savez, les cerisiers aux branches très dures cassaient sous le poids de la neige, alors que les roseaux, eux, en revanche, s'aplatissaient, et que ça permettait à la neige de s'évacuer. C'est un peu le chêne et le roseau de La Fontaine, vous savez, et donc il s'est inspiré de ça. En France, le judo va apparaître dans les années 30. On est en pleine période où l'Occident s'intéresse beaucoup au Japon, vous savez. En 1933, Jigoro Kano fait le voyage, il vient en France, il y prononce des conférences sur le judo. Il a 73 ans à ce moment-là. « Messieurs, dit-il, croyez-vous qu'un homme de mon âge et de ma condition perdrait son précieux temps à enseigner comment simplement jeter un homme à terre ? Le judo est tout autre chose. » Et 2 ans plus tard, en 1935, le maître Kawaishi va commencer à donner des cours. C'est d'ailleurs lui, vous savez, qui va emprunter aux Britanniques le système des ceintures de couleur. On pense d'ailleurs souvent que la ceinture noire est la plus prestigieuse, vous savez qu'il y en a au-dessus d'elle. Il y a la ceinture rouge et blanche pour les 6, 7 et 8e dan, et puis la ceinture rouge pour les 9 et 10e dan.
Et plus tard encore, après la guerre, il y aura une autre méthode qu'on appelle la méthode du Kodokan qui viendra s'opposer à celle de Kawaishi et qui est une méthode défendue par le propre fils de Jigoro Kano. Les premiers championnats de France sont un petit peu obscurcis par l'époque puisqu'ils ont lieu pendant l'occupation en 1943 et on voit le judo se développer, devenir très populaire après la Seconde Guerre mondiale seulement. Là, il y a un début, c'est les premières compétitions, etc. qui aboutiront en 1964 à l'inscription de la discipline parmi les disciplines olympiques. Mais ça fait moins de 50 ans, ça, vous voyez, ça fait 49 ans, c'est tout récent finalement. Et pourtant aujourd'hui, le judo est le 4e sport le plus pratiqué en France, entre 5 et 600 000 licenciés, et dans le monde, c'est le 3e art martial en nombre d'adeptes, derrière le karaté et le taekwondo. Le plus célèbre pratiquant, évidemment, c'est le leader russe Vladimir Poutine. Sachez que le dernier élève direct de Jigoro Kano est décédé il y a 6 mois à San Francisco. C'était Keiko Fukuda, à 99 ans, et ce qui mérite tout de même d'être souligné, c'est que cet élève-là était une dame. Je vous signale que nous serons en Avignon à la fin de la semaine. Le vendredi, l'émission aura lieu en direct pour parler des luminescences d'Avignon, un spectacle monumental 3D au Palais des Papes. C'est tout à fait magnifique. Et je voulais bien sûr remercier Jean Tullard d'avoir été avec nous pour cette première émission de la saison. L'Anti-Napoléon de Jean Tullard s'est publié en folio Histoire.